Oui, donc bonjour. Tout d'abord, je suis ravi de pouvoir parler devant vous aujourd'hui. Je suis aujourd'hui responsable d'une équipe de recherche à INRIA, à Bordeaux, mais effectivement, ce dont je vais vous parler aujourd'hui concerne plus le travail que j'ai fait avec un certain nombre de collègues au laboratoire d'informatique fondamentale de Sony à Paris, dont le responsable est Luc Stills, qu'un certain nombre d'entre vous peuvent connaître. La chose dont je vais vous parler, c'est effectivement d'évolution de la parole, et en particulier à propos de l'évolution de la parole, du rôle que l'auto-organisation, les phénomènes d'auto-organisation peuvent avoir. Et avant de parler de la parole, je vais commencer par faire quelques commentaires sur l'auto-organisation dans l'évolution plus généralement. Tout d'abord, avant de parler même d'évolution, quand on regarde le monde inorganique, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de formes extraordinaires. Donc dans la nature, que ce soit par exemple, ici on a une image des vaguelettes qui sont formées sur la surface des dunes sous l'effet du vent, et en fait les dunes elles-mêmes, si on les regarde à une plus grande échelle, ont la même structure que ces petites vaguelettes. Si on regarde les cristaux de glace, les flocons de neige, on observe des formes extraordinaires dont on a l'impression qu'un dessinateur les a créées. Dans certaines, par exemple en bas à droite, on observe c'est dans certains déserts, avec certains types de sols, la formation de sortes de cercles comme ça, de cercles parfaits, qu'on pourrait presque interpréter, si on a l'imagination débridée, comme des sortes de dessins qui seraient faits par des martiens comme point de repère pour faire atterrir leur navette spatiale. Mais en fait, c'est tout simplement l'effet d'alternance très forte entre des températures très froides la nuit et très chaudes le jour par rapport aux propriétés physiques de la terre et des cailloux qui composent ce sol, qui forment spontanément ces choses-là. Et effectivement, donc, on observe dans la nature que de nombreuses structures, de nombreuses formes s'auto-organisent. C'est-à-dire les lois de la physique font qu'un certain nombre de structures émergent à partir de mécanismes physiques qui n'en encodent pas au départ le plan. C'est d'ailleurs typique, c'est pas unique, mais c'est typique de ce qu'on appelle les systèmes complexes, c'est-à-dire les systèmes composés d'un grand nombre d'éléments en interaction souvent non linéaire, mais pas forcément très compliqués. C'est ce qu'on observe par exemple pour la formation des cristaux de glace. À l'échelle microscopique, on a des molécules d'eau, et dans certaines conditions de température, de pression, eh bien, se forment spontanément ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ici, il y a des symétries ou des asymétries, selon le point de vue duquel on regarde, qui se forment et qui ne sont pas présentes au niveau macroscopique et qui ne sont pas présentes au niveau des lois physiques. Mais cependant, ça se forme. Voilà, donc, dans le monde inorganique, on aperçoit ça partout. Et il n'y a pas de raison pour lesquelles ces mécanismes de formation, de création de formes, si on veut, eh bien, n'aient pas aussi un impact sur les formes vivantes. Parce que, spontanément, quand on pense à l'origine des formes vivantes, on pense évidemment au processus de sélection naturelle, avec des variations un peu aléatoires des formes, et puis la sélection des formes qui procurent un avantage reproductif à certains individus. Mais simplement, probablement aussi que les lois de la physique, tout simplement, ont un rôle très important dans la formation de ces formes. Par exemple, quand on regarde la formation des coquilles de certains mollusques, de certains escargots par exemple, dont on comprend maintenant assez bien les mécanismes, on va dire chimiques, de calcification progressive, qui ne sont pas si compliqués que ça, mais qui forment des spirales absolument parfaites avec des lois mathématiques extraordinaires. Donc là, c'est un exemple d'endroit où les lois de la physique sont importantes. Et ce qui est important de comprendre, c'est que de temps en temps, il y a des formes d'ailleurs qui apparaissent pour lesquelles il n'y a pas de fonctionnalité ou d'avantage reproductif évident. Parfois même où il semble qu'il n'y en ait pas du tout. Par exemple, il y a certaines espèces de mollusques comme ceux-là, sur lesquels il y a des bandes très jolies, très esthétiques, qui apparaissent, qui sont justement des structures organisées, et qui sont le résultat des processus chimiques de calcification. Eh bien, ces mollusques, ils vivent à 1000 mètres sous la surface des océans, et non seulement à 1000 mètres sous la surface des océans, mais enterrés sous le sable, c'est-à-dire à un endroit où il n'y a pas de lumière du tout, et où la perception visuelle de ce genre de pattern, pour l'instant, on n'a aucune idée de quoi ça pourrait servir. Voilà. Maintenant, il est vrai aussi que le fait que les lois de la physique amènent
à la formation spontanée d'un certain nombre de formes, eh bien, ça peut aussi, ces formes, être recrutées par l'évolution biologique. Justement, si on ouvre ces mollusques, toujours ces mêmes mollusques, à l'intérieur d'un certain nombre d'entre eux, on observe la formation de ces petites cavités, qui sont avant tout probablement à l'origine, qui ont une fonction de maintenir la structure globale de la coquille. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'espèces assez récentes de mollusques qui utilisaient depuis récemment, alors dans l'évolution, c'est plusieurs millions d'années, mais récemment dans l'évolution, certaines de ces petites cavités pour abriter leurs œufs. Et donc maintenant, ça leur avait donné d'une certaine manière un avantage reproductif. Mais à l'origine, l'origine de ces formes au départ, c'était une sorte d'effet collatéral de la construction de ces coquilles. Pour donner un exemple un petit peu plus facile à comprendre, si on prend par exemple l'ingénierie, quand on veut construire des ponts avec des espaces très grands entre les piles des ponts, eh bien on doit faire des ponts suspendus. Et pour faire les ponts suspendus, on doit donc tendre des câbles, et le problème c'est que ces câbles, on ne peut pas les faire infiniment lourds et infiniment gros, et en même temps si on les fait légers, leur résistance est moindre. Et pour que tout ça tienne, eh bien, on est obligé mécaniquement de faire on va dire des piles qui sont extrêmement hautes. Et en les faisant extrêmement hautes, ça va permettre d'avoir des câbles qui vont être un peu plus verticaux que si on les avait fait moins hautes. Et ça permet d'optimiser les forces dans la construction du pont. Donc c'est pas pour faire joli qu'on fait des piles extrêmement hautes, c'est juste parce que ça permet de faire des câbles pas trop chers, pas trop lourds, et qui font que la structure va tenir. Et maintenant, les ingénieurs, une fois qu'ils ont construit ces ponts, il y a un certain nombre de gens qui sont venus et qui leur ont dit c'est superbe, ces piles, on va mettre des antennes au sommet qui vont faire des relais radio de radiotélécommunication extrêmement utiles au système de communication de toute une région ou même de tout un pays. Mais on le voit ici, et donc ça acquiert une fonction nouvelle, ces piles, mais à l'origine de cette forme qui a donné lieu à cette fonction avait une autre raison, une raison physique. Et alors j'ai dit tout à l'heure que les phénomènes d'auto-organisation, ça concernait en particulier les systèmes complexes, les systèmes composés de nombreux composants d'interaction. Il se trouve que du coup les systèmes vivants, eh bien c'est plein de systèmes complexes enchevêtrés à des échelles multiples. Quand on regarde par exemple les phénomènes d'embryogenèse, d'ontogénèse, d'épigénèse, on a d'abord à l'intérieur de la cellule des réseaux de gènes qui interagissent les uns avec les autres de manière extrêmement complexe, qui produisent des protéines, et l'ensemble des protéines interagissent les unes avec les autres de manière très complexe, et donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des structures spontanées qui se forment. Ensuite, quand on regarde plusieurs cellules, des populations de cellules, eh bien, elles interagissent entre elles aussi par des échanges chimiques compliqués. Ensuite, on a la formation d'organes qui eux-mêmes interagissent entre eux de manière compliquée. Et puis, une fois que l'organisme commence à interagir avec son environnement, en particulier durant l'épigénèse, eh bien là, on a des interactions complexes entre les organes, l'organisme lui-même et tous les composants de l'environnement. Et donc, on peut s'attendre à ce que des structures se forment spontanément. Et ce que ça a comme conséquence, ce qu'il faut en retenir, c'est que, du coup, le fait que la physique va former spontanément des formes, ça va contraindre finalement l'espace des formes. C'est-à-dire que toutes les formes dans le monde biologique ne sont pas possibles, si on veut résumer. Et parmi les formes possibles, dues aux contraintes des lois de la physique, eh bien, il y en a certaines qui sont plus faciles que d'autres. Et si on prend un peu l'image du paysage épigénétique de Waddington, où on a un organisme qui a certaines propriétés biologiques au départ, et puis en fonction des interactions qu'il va avoir avec son environnement au cours de sa croissance, eh bien, il va suivre un certain nombre de trajectoires. Mais ces trajectoires, elles ne vont pas être n'importe lesquelles dans l'espace des formes comportementales, par exemple, qui vont pouvoir émerger. Il va y avoir des sortes d'attracteurs. Et là, on va tomber dans un attracteur ou plutôt dans un autre, en fonction, on va dire, des aléas de la vie, un petit peu des expériences particulières. Mais globalement, par exemple, c'est un peu comme cette boule qui descend sur ce paysage d'attracteur, elle va avoir beaucoup de mal, il va y avoir très peu de chances qu'elle arrive au sommet de cette crête et qu'elle y reste en équilibre. Par contre, il va y avoir beaucoup de chances qu'elle tombe ici. Voilà. Donc ça veut dire que, en gros, les lois de la physique font que, dans l'évolution, l'espace des formes n'est pas exploré uniformément, mais il y a des contraintes. Et en particulier aussi, il y a des contraintes de non-linéarité, c'est-à-dire que, je vais donner par exemple un petit exemple,
une expérience physique très facile à faire qui illustre bien ce concept. Vous prenez une poêle, vous versez un petit peu d'huile dedans, vous mettez un petit peu de grain de sel, très fin dedans, pas trop, et puis vous chauffez, vous commencez à chauffer tranquillement par en dessous. Il va y avoir un flux de chaleur, un flux d'énergie à travers cette fine couche d'huile. Et alors au départ, cette fine couche d'huile, elle va rester totalement uniforme, voilà, on ne va rien voir de spécial. Et puis, au fur et à mesure qu'on augmente de manière linéaire la température, il va se former soudainement des sortes de lignes qu'on va voir apparaître, des lignes de convection qu'on va voir apparaître grâce au sel qu'on a versé dedans. Et puis si on continue à augmenter la température, on va voir des sortes de carrés apparaître. Et puis si on augmente encore, on va voir spontanément des hexagones. Et puis si on continue vraiment à augmenter trop chaud la température, alors il y a une sorte de chaos qui va apparaître où là on ne va plus voir vraiment d'ordre. Et ce qui veut dire que pour l'évolution c'est pareil, et pour les organismes vivants c'est pareil. Ça implique que si par exemple certains petits changements dans un système complexe qui forme un organisme vivant, que ce soit au niveau des gènes ou au niveau de l'interaction d'un organisme déjà en cours de développement avec son environnement, de petits changements peuvent provoquer de grandes conséquences structurelles. Alors, il se trouve qu'on va revenir à la parole, justement, après avoir fait ce détour, qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui ont proposé que que l'auto-organisation, ces phénomènes d'auto-organisation, pouvaient avoir un rôle extrêmement important dans l'évolution du langage et des langues, et dans notre compréhension justement de ces phénomènes. Alors pourquoi je précise l'évolution du langage d'une part et l'évolution des langues d'autre part? C'est-à-dire qu'en fait il y a deux niveaux. Il y a d'une part le rôle de l'auto-organisation dans l'évolution de la capacité de langage, donc dans l'évolution biologique, et puis d'autre part le rôle de l'auto-organisation dans l'évolution culturelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette capacité biologique à parler, comment les langues évoluent-elles? Et effectivement, d'ailleurs, ce n'est pas des questions d'un point de vue formel si différent que ça, parce qu'on peut considérer d'une certaine manière l'évolution culturelle comme des sortes de processus darwiniens. Alors je dis bien on peut, ça ne veut pas dire qu'on doit. Et il y a un certain nombre de différences importantes. Mais il y a aussi un certain nombre de similarités fortes. Voilà. Juste pour rappeler le contexte, en fait, ces personnes qui ont parlé de l'auto-organisation, c'est on va dire au cours des années 80, et puis c'est devenu fort à partir du début des années 90. Et la question plus générale des origines du langage, comme l'a dit ce matin Stanislas Dehaene, c'est une question qui était très très importante au centre de toutes les discussions scientifiques au XIXe siècle et même avant, à tel point qu'il y a beaucoup de théories farfelues qui ont été proposées, que ça a agacé un peu les académies scientifiques qui ont décrété qu'il fallait un petit peu la bannir. C'est devenu une question pas très centrale dans la plupart du XXe siècle, et en fait ça a été renforcé probablement par la linguistique chomskienne et le structuralisme en général, qui a focalisé l'attention de beaucoup de chercheurs sur les études synchroniques et typologiques des structures syntaxiques, en reléguant un petit peu l'étude des locuteurs, c'est-à-dire des gens qui utilisent la langue, la pragmatique du sens, et puis surtout de l'évolution en périphérie. Ça ne veut pas dire qu'ils pensaient que c'était des questions pas intéressantes, mais il se trouvait que en pratique, l'attention des recherches n'était pas portée sur ces questions-là. Et puis, il se trouve qu'à la fin du XXe siècle, probablement une confluence de travaux, c'est-à-dire d'une part le fait que des outils d'imagerie cérébrale permettaient d'identifier des circuits cérébraux du traitement du langage, et puis d'autre part des travaux en génétique qui permettaient de lier, comme on vient de le voir, certaines variations génétiques à certaines déficiences linguistiques, et puis d'autre part à tracer le mouvement des populations à travers le temps. Ça a permis d'une certaine manière de naturaliser le langage et de le faire rentrer un petit peu plus dans les sciences dures, et voilà, c'est redevenu une question absolument centrale. Et il y a plusieurs types de questions que les gens se posent sur les origines du langage, qui sont des questions un petit peu d'ordre différent. D'abord sur les origines donc de la capacité biologique à parler. Le premier genre de question, c'est pourquoi le langage est-il apparu? C'est-à-dire quelles furent les pressions de sélection qui ont été qu'on doit mettre en avant pour expliquer son apparition, et dans quel contexte écologique et social, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la question de pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui y réfléchissent, et ce n'est pas une question évidente du tout, parce que, par exemple, le langage, ça implique aussi un certain coût bioénergétique, un certain coût social, et voilà, il y a beaucoup de gens qui débattent là-dessus. Mais outre ces questions-là, il y a aussi la question, même si on arrive par exemple à se mettre d'accord sur les pressions de sélection qui peuvent permettre d'expliquer la sélection du langage, se pose quand même la question de savoir comment le langage est apparu, c'est-à-dire quelles sont les innovations biologiques ou culturelles qui l'ont rendu
possible. C'est-à-dire, quelle est l'origine des formes et des structures du langage? Avant qu'elles soient sélectionnées, il faut entre guillemets, qu'elles puissent apparaître. C'est deux questions qui sont un petit peu différentes. Et les gens qui s'intéressent aux notions d'auto-organisation sur le langage, c'est en particulier à la question de comment, et qui essayent de répondre. Pour l'évolution des langues, il y a un peu en parallèle le même type de questions. D'abord, il y a des gens qui se posent des questions sur quels changements ont lieu dans les langues au cours du temps dans le monde, quel type de changement, pourquoi les langues évoluent-elles, pourquoi les langues humaines ont-elles la structure qu'elles ont aujourd'hui et pas une autre, voilà. Et puis il y a aussi des questions qui se posent, des gens qui se posent la question du comment. C'est-à-dire que quels sont les mécanismes, les causes proximales, si on veut, de ces changements? Quels sont les mécanismes de formation d'une nouvelle langue? Et là encore, c'est là que les processus d'auto-organisation peuvent être mis en avant. Alors, le problème, c'est que c'est bien beau l'auto-organisation, mais j'ai dit tout à l'heure que ça caractérisait beaucoup les systèmes complexes et que la biologie est pleine de systèmes complexes et qu'avant d'être complexe, c'est donc très compliqué. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a assez peu d'outils pour bien les appréhender, ces phénomènes d'auto-organisation. Les mathématiques sont souvent, dès que ces systèmes sont trop complexes, un petit peu démunis, et il se trouve qu'aujourd'hui, l'un des outils peut-être les plus productifs pour avancer, c'est l'ordinateur, c'est l'informatique, parce que ça permet de faire des simulations. En particulier, par exemple, ça a eu un rôle très important dans les années 80 pour comprendre la formation de superstructures dans les sociétés d'insectes. La manière, par exemple, dont des sociétés de termites pouvaient construire des architectures avec des salles avec des rôles très particuliers, des conduits d'aération, des salles de repos, des salles d'alimentation, etc., etc. Alors que, bon, on avait beau décortiquer à la fois la structure physiologique d'une termite et le comportement d'une termite, et il semblait bien qu'aucune termite en particulier ne possède le plan, la carte de cette grande structure. Et donc, voilà. Mais ça restait un petit peu spéculatif, tout ça. Il y a des gens qui ont fait des simulations, qui ont modélisé des termites avec des comportements très simples et qui ont développé leurs intuitions à un tel point qu'aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux comment des comportements très simples, au niveau d'une termite, quand on met des centaines de termites ensemble, eh bien, ça peut former des structures sociales ou des structures physiques, comme les nids de termites, absolument extraordinaires. Et donc ici, la simulation informatique a eu un rôle très important dans le développement des intuitions. Pas directement pour valider, on va dire, une théorie, pour dire ça se passe comme ça effectivement dans le vivant, mais comme outil pour développer la pensée et adapter les hypothèses, vérifier leur cohérence interne, voilà. Et ça a été utilisé pas seulement en éthologie des insectes, mais par exemple pour comprendre les dynamiques évolutionnaires complexes, des gens comme Maynard Smith ou en biologie théorique, c'est très utilisé les simulations informatiques. En fait, d'ailleurs, même probablement que les premières simulations informatiques ont été faites par Turing lui-même. Et en fait, l'une des raisons pour lesquelles il a inventé l'ordinateur, c'est qu'il voulait faire ce genre de simulation, et il a fait des simulations de morphogénèse, qui sont un petit peu liées justement à l'embryogenèse. Bon, ça n'a pas été très loin ce qu'il avait fait, mais voilà, c'était un petit peu... Et tout ça pour vous expliquer que finalement, la question des origines du langage, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, de multiples disciplines, et dedans, parmi ces disciplines, il y a des informaticiens. Et donc aujourd'hui, j'aimerais un petit peu vous illustrer qu'est-ce que des informaticiens peuvent apporter comme grain de sel dans cette réflexion. Alors justement, il y a un certain nombre de gens qui ont commencé à construire des modèles, ou on va dire plus exactement des expérimentations informatiques pour étudier à quel point les mécanismes d'interaction peut-être simples, soit à l'intérieur de composants à l'intérieur du cerveau ou entre des individus, pouvaient permettre l'émergence de structures linguistiques un petit peu auto-organisées, de la même manière que les nids de termites émergent, s'auto-organisent à partir de l'interaction de nombreuses termites qui ne possèdent pas le plan, entre guillemets, de ces nids de termites. Et bien peut-être qu'un certain nombre de structures linguistiques peuvent s'expliquer comme le résultat auto-organisé de l'interaction d'un certain nombre d'individus, et à l'intérieur des individus d'un certain nombre de modules, qui, individuellement, regardés de manière uniquement réductionniste, ne possèdent pas le plan global. Donc il y a des gens qui ont développé des modèles de l'origine des conventions lexicales, de l'origine des catégories sémantiques, c'est-à-dire la manière dont une langue peut développer une ontologie du monde particulière, de l'origine de la syntaxe, de la grammaire, c'est-à-dire de la manière dont la syntaxe se couple avec la sémantique, et puis de la parole. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la parole. Je vais essayer de vous donner un exemple d'expérimentation informatique sur l'origine et l'évolution de la parole.
Donc la parole, quand je parle de la parole, donc heureusement on a eu une superbe introduction ce matin de Christine Petit, mais donc ici il faut bien avoir en tête que je parle de l'origine des systèmes de vocalisation, donc de son, qui sont produits d'une part par un système physique qui est le conduit vocal, et puis perçus d'autre part par un système physique, physiologique qui est l'audition, et puis entre les deux avec un système neuronal qui, de manière simple ou complexe, connecte ces deux choses. Alors, la parole, c'est un domaine immense. Il y a plein de choses qui caractérisent la parole. Peut-être, pour restreindre un petit peu le champ d'investigation, je vais vous parler d'abord de quelques propriétés de la parole qui vont nous intéresser aujourd'hui dans l'expérience que j'ai présentée, et en particulier dont l'origine va nous intéresser. Alors tout d'abord, quand on regarde les systèmes de vocalisation des êtres humains, eh bien, on s'aperçoit qu'un élément assez fondamental, c'est que ce sont des systèmes combinatoriaux. C'est-à-dire, par exemple, quand on regarde le système de syllabes de toutes les langues, d'une langue donnée, eh bien, on va s'apercevoir qu'il va y avoir un certain nombre d'unités qui sont réutilisées systématiquement. Alors, tout le monde n'est pas d'accord pour caractériser ces unités. Il y a des gens qui vont dire que c'est les phonèmes, d'autres qui vont dire que c'est des choses d'un petit peu plus bas niveau, comme certains types de constrictions dans le conduit vocal. Mais dans tous les cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des unités. Et donc, si par exemple, on représente un petit peu formellement l'espace des vocalisations, on va dire, dans un espace bidimensionnel, c'est des espaces bien plus grands que ça, mais c'est juste une manière de représentation graphique, et puis qu'on représentait les syllabes par des trajectoires dans cet espace, que ce soit un espace articulatoire ou auditif d'ailleurs, et puis qu'on essayait, par exemple, pour une langue donnée, de représenter l'ensemble des syllabes de cette langue, eh bien jamais on aurait un dessin qui ressemblerait à ça. On a toujours un dessin qui va ressembler plus ou moins à ça. Je schématise, mais c'est plus ou moins ça. C'est-à-dire qu'il y a un espace qui est au départ continu, qui est l'espace d'une part vocal, physiologique, qui est un espace continu, d'ailleurs qui peut produire des centaines et des centaines de sons, comme l'a dit ce matin Christine Petit. En fait, même si on est... Parce que, effectivement, si on fait l'inventaire, par exemple, de toutes les voyelles et les consonnes dans les langues du monde, on arrive à peu près à 800. Mais si on est même juste mathématiquement, physiologiquement, avec le conduit vocal, on peut produire une infinité de sons. Et chaque langue donnée n'en utilise qu'en général, en moyenne, 30-40. Je crois que le plus, c'est une centaine, mais la moyenne, c'est 5 voyelles, une trentaine de consonnes à peu près. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de pour une langue donnée, il y a une discrétisation de cet espace en unités de base qui sont systématiquement réutilisées. Et d'autre part, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ce système combinatorial, il est différent de langue à langue. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes voyelles d'une langue à l'autre, on n'a pas les mêmes consonnes d'une langue à l'autre. Donc, c'est un système qui est aussi conventionnalisé, à la fois au niveau productif, mais aussi au niveau perceptuel. C'est-à-dire que chaque langue, chaque communauté linguistique va avoir une manière de percevoir les sons un petit peu différente et qui dépend de son répertoire productif. Donc, par exemple, les Japonais perçoivent beaucoup moins de différence entre lead et read que les Anglais. Parce que pour eux, le E et L, ce ne sont pas deux unités combinatorialement différentes et contrastives dans leur langue. Et dernière chose, si on regarde l'ensemble des répertoires de ces unités qui sont réutilisées dans chaque langue, et qu'on essaye de faire des statistiques sur l'ensemble des langues du monde, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une dualité très intéressante. D'une part, il y a un certain nombre d'universaux, c'est-à-dire que par exemple, il va y avoir certaines voyelles ou certaines consonnes qui vont être très fréquentes, comme par exemple A, E, I, O, U, c'est des voyelles très fréquentes, mais qui apparaissent souvent dans les langues du monde. Il y a certaines consonnes qui vont apparaître très souvent aussi dans les langues du monde, et ce n'est pas simplement des voyelles, ça peut être des systèmes de voyelles aussi, des structures entre les voyelles, mais d'autre part, il y a une grande diversité, et en particulier, il y a de temps en temps, il apparaît dans certaines langues, certains sons qui sont très très rares. Voilà. Puis après, il y a le spectre intermédiaire. Donc par exemple, en français, on a la voyelle AN qui n'est pas si fréquente que ça. Donc voilà, donc il y a une dualité universo-diversité. Et quand on regarde donc toutes ces propriétés, on peut se poser un certain nombre de questions. Première question, on peut se poser quels sont finalement les prérequis biologiques qui permettent la formation de codes de la parole. Je dis bien de codes parce que, comme on l'a vu, c'est des conventions linguistiques. Et on peut donc se poser la question, est-ce que ces propriétés, ça correspond à des changements biologiques plutôt majeurs ou plutôt mineurs? Ensuite, on peut se poser la question, comment une communauté d'individus peut en venir à partager le même code parmi plusieurs possibles?
Parce qu'on l'a vu, un problème important, enfin, ce n'est pas un problème pour les êtres humains, c'est très bien pour les êtres humains, mais pour la compréhension, c'est que chaque communauté linguistique a son propre système de son. Donc, comment on en arrive là? Comment est-ce que c'est possible qu'une communauté, entre guillemets, choisisse un système plutôt qu'un autre? Et puis, dernière question, pourquoi le code de la parole a-t-il la structure qu'on vient de décrire et pas une autre? On pourrait imaginer mathématiquement d'autres systèmes de la parole, de communication vocale. Eh bien non, tous les systèmes humains ont cette propriété. Alors, il y a plein de gens qui ont essayé de répondre à ces questions, et en particulier à la dernière, et probablement qu'aujourd'hui l'approche qui rassemble le plus de consensus, c'est celle qu'on pourrait appeler l'approche morpho-fonctionnelle, et qui consiste à expliquer la structure des systèmes de la parole aujourd'hui en disant qu'ils sont une sorte de très bon compromis entre, d'une part, leur fonction, qui est une fonction de communication. Les sons, c'est utilisé pour désigner des choses différentes, donc il faut que les sons soient, entre guillemets, maximalement différents les uns avec les autres, qu'on ne les confonde pas, sinon on n'arriverait pas à se comprendre. Mais d'autre part, il y a des contraintes morphologiques et perceptuelles, d'une part des contraintes énergétiques, c'est-à-dire que c'est bien d'essayer de prononcer des sons qui ne se confondent pas, mais en même temps il ne faut peut-être pas dépenser trop d'énergie pour les confondre. Et puis il y a un certain nombre d'autres contraintes. Et il y a des gens qui ont fait des modèles informatiques d'ailleurs, ou mathématiques, comme on veut, c'est un peu la même chose là, comme par exemple des gens qui s'appellent Lindblom et Wiegand-Krantz, qui ont par exemple, pour étudier la structure des systèmes de voyelles, définit une sorte d'énergie d'un système de voyelles qui prend en compte le compromis entre la distinctivité acoustique et puis le coût énergétique, et puis aussi une notion de salience acoustique. Puis il a cherché les systèmes de voyelles qui optimisaient ça, et puis il s'est aperçu qu'il trouvait les systèmes de voyelles les plus fréquents dans les langues du monde. Donc c'était un résultat très important parce que, d'une certaine manière, ça valide cette approche. Maintenant, cette approche, il y a un certain nombre de choses aussi qu'elle n'explique pas. En particulier, elle n'explique pas comment cette optimisation, elle peut avoir été réalisée dans la nature ou dans la culture, d'ailleurs, on ne sait pas trop. Et si les bonnes solutions, entre guillemets, les solutions optimales, elles ont été faciles, entre guillemets, à trouver ou difficiles. C'est-à-dire, est-ce que c'était une aiguille dans une botte de foin, ou finalement, est-ce que c'était un attracteur, comme on l'a vu tout à l'heure, et que les lois de la physique ont beaucoup aidé à les trouver. D'autre part, ce genre de théorie n'explique pas non plus comment une communauté donnée peut choisir un système plutôt qu'un autre, parce que finalement, il n'y a pas qu'un système optimal, il y a plein de systèmes optimaux. Pour être exact, il y a des systèmes, il y a un certain nombre de minimaux locaux qui sont suffisants pour arriver à communiquer. Et donc la question, c'est de savoir comment une communauté donnée peut en choisir un plutôt qu'un autre. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de superviseur, il n'y a pas un scientifique en chef de la langue qui, à un moment donné, va faire ses calculs et puis il va dire, voilà, on a la liste de ces 10 systèmes-là qui sont des bons compromis, à partir de demain, on va utiliser celui-là. Et puis, dernière chose, ça explique pas très bien la dualité oui, je me suis trompé, excusez-moi, la dualité universo-diversité. C'est-à-dire que ce système, ça permet de prédire les systèmes les plus fréquents dans les langues du monde, mais en même temps, de temps en temps, il y a des systèmes dans certaines langues qui ne sont pas si optimaux que ça par rapport à ces critères. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de gens qui ont développé des modèles qui s'appellent individuocentrés, c'est-à-dire dans lesquels on modélise des individus dotés de conduits vocaux, de modèles de conduits vocaux, de modèles de l'audition, puis de modèles de systèmes neuronaux qui couplent ça, pour essayer de comprendre ce qui peut se passer dans des populations d'individus et comment justement ces questions de formation, de mécanismes de formation ou d'optimisation, selon le point de vue dans lequel on se place, peuvent se réaliser. Donc je vais vous présenter une expérience qui est une expérience qui est là pour aider un petit peu à mieux penser justement les origines de la parole et en particulier concernant les questions dont je viens de parler, dans un contexte prélinguistique, c'est-à-dire en imaginant qu'on est dans un contexte dans lequel il n'y a pas encore de langage, comme on le connaît aujourd'hui en tout cas. Donc ça veut dire que ce n'est pas un modèle de l'évolution des langues aujourd'hui. Et aussi, deuxième chose, comme les modèles informatiques qui ont été développés dans les années 80 pour les sociétés d'insectes, ce ne sont pas des modèles qui se veulent réalistes dans le sens où on veut implémenter de manière très précise, par exemple, telle structure du conduit vocal ou telle structure du cerveau que tel ou tel
chercheur en neurophysiologie, par exemple, ou spécialiste du conduit vocal, a établi. On se place à un niveau un petit peu plus élevé, à un niveau un petit peu plus abstrait, et le but ici, ce n'est pas de valider des modèles, c'est de développer des expériences de pensée pour développer nos intuitions. Donc voilà, c'est ça que je voulais préciser. Alors, dans cette expérience que je vous présente, eh bien, on va utiliser donc des modèles, des sortes de robots, si vous voulez, dotés de conduits vocaux et d'oreilles, et qui vont être dotés de ce qu'on pourrait appeler un kit neural, une architecture neurale de base qui lui permet de faire de l'imitation vocale. Et pas n'importe quel type d'imitation, en fait, l'imitation peut être la moins compliquée, l'imitation holistique, c'est-à-dire, quand je dis holistique, être capable d'imiter une vocalisation dans son ensemble sans forcément la décomposer en unités avec une structure particulière. Donc c'est un peu exactement le même système qu'un système, par exemple, d'imitation de gestes, où, par exemple, moi je vous demande d'imiter ce geste-là que je suis en train de faire, et vous allez l'imiter dans son ensemble sans forcément connaître les primitives motrices que moi j'ai utilisées pour le générer. Et donc, pour résumer un petit peu, à quoi ressemble cette architecture? Donc, on va avoir d'un côté un modèle de l'oreille, si vous voulez, qui va transformer des ondes acoustiques en représentation interne, donc qui va réaliser un certain nombre de mesures sur ces ondes acoustiques. De l'autre part, un modèle du conduit vocal qui, étant donné des commandes motrices qui vont conduire et déformer le conduit vocal, va produire des ondes acoustiques, voilà. Et puis, entre les deux, on va avoir un système neural qui va avoir deux grandes parties. D'abord, ce qu'on va appeler une carte perceptuelle, c'est-à-dire un ensemble de structures neurales qui va cartographier l'ensemble des images auditives possibles, si on veut, et puis une carte motrice qui va cartographier l'ensemble des images motrices possibles, et puis un certain nombre de connexions entre ces deux éléments. Alors, dans le genre de modèle, ça c'est une architecture qui est très générale, et il faut penser surtout à un niveau fonctionnel. Hein. Il ne faut pas du tout penser que ça correspond à telle partie précise du cerveau, et ça à telle autre partie précise du cerveau. On se place à un niveau fonctionnel un petit peu au-dessus. Et d'autre part, cette architecture, elle est un petit peu indépendante, justement, des mesures perceptuelles qui est fait par le système auditif. La seule chose qu'elle présuppose, c'est qu'on est capable d'avoir une mesure de similarité entre les sons et entre les programmes moteurs, et qu'on peut placer justement les sons dans des sortes d'espaces comme ça. Et donc, typiquement, ces architectures neurales, eh bien, elles vont être au départ aléatoires, c'est-à-dire qu'on va générer des neurones qui vont cartographier, on va dire, qui vont être chacun de ces neurones, qui sont ici des petits points. Alors, ici, c'est en 2 dimensions, c'est pour faire une représentation graphique facile, bien compréhensible. En réalité, on représente les images auditives et motrices dans des espaces de plus grande dimension, mais c'est pour qu'on puisse visualiser. Et chaque petit point-là, si vous voulez, ça correspond à une structure neurale élémentaire qui réagit, qui encode de manière spécifique une image acoustique, et qui, si on fournit en stimulus l'image acoustique correspondant à ce neurone-là, elle va s'activer maximalement. Si on fournit en stimulus une image un petit peu plus éloignée, elle va s'activer moyennement, et si on encode un stimulus très éloigné, il va s'activer pas beaucoup, voilà. Et donc on a ça des deux côtés. Alors ce genre de modèle, il a été utilisé par plein de gens qui font de la modélisation de l'apprentissage de la parole, par exemple, et en particulier pour apprendre les correspondances perceptuomotrices. Et comment ça se passe en général? Alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est aussi que les connexions entre ces deux cartes-là, elles sont au départ complètement aléatoires. Hein. Il y a un certain nombre de gens qui ont développé des méthodes assez simples qui permettent à ce robot-là, pendant qu'il babille, c'est-à-dire qu'il va essayer un peu au hasard des configurations motrices pour faire bouger son conduit vocal, et puis ça va produire des sons, et ces sons, il va les entendre lui-même, ça va produire des patterns d'activation dans ces cartes auditives, et puis des mécanismes d'association très simples vont permettre d'apprendre les bonnes relations entre ces deux espaces. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très classique. Donc ici, on a ces choses-là qui sont plastiques, et puis ces choses-là qui sont pour l'instant fixes et aléatoires au départ. D'autres personnes ont développé des modèles en se concentrant purement sur la partie auditive pour un petit peu... D'accord. Oui. Donc ici,
c'est un certain nombre de gens qui ont développé des modèles où la plasticité, elle se plaçait au niveau des cartes auditives et par des règles très simples d'évolution de ces neurones qui sont au départ aléatoires, permettent au robot d'apprendre par exemple la distribution des sons ou des vocalisations qu'il entend dans une langue donnée. Donc, par exemple, des gens comme Cohen ont utilisé des réseaux de neurones qu'on appelle des cartes de Cohen, donc maintenant, pour permettre à une machine d'apprendre les prototypes de voyelles qui sont présents dans une langue donnée. Voilà. Maintenant, on peut coupler ces deux modèles en un seul modèle en ayant une plasticité à la fois au niveau des cartes auditives, des relations entre les cartes auditives et les cartes motrices, et en projetant exactement la même dynamique, la même plasticité des cartes auditives dans les cartes motrices. Et la conséquence de ça, ça veut dire que, d'une part, le robot va babiller et apprendre lui-même les correspondances entre ses commandes motrices et la perception de son, mais d'autre part, il va entendre des sons qui sont produits dans son environnement, et ces cartes auditives vont évoluer de telle manière qu'il va apprendre la distribution des sons qu'il entend. Et ça, ces activations-là, à chaque fois qu'il entend un son, elles se propagent dans les cartes motrices, et les cartes motrices, avec exactement la même plasticité, elles vont modéliser la distribution de ces sons, mais dans l'espace moteur. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence d'avoir ce robot, entre guillemets bébé, qui à la fois babille en s'écoutant lui-même et écoute les autres? Eh bien, si on le fait entendre par exemple de la parole humaine, eh bien, il va se mettre progressivement à babiller en explorant préférentiellement les sons qu'il entend dans son environnement. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on observe assez bien chez les bébés et même chez les humains. On adapte notre manière de prononcer les sons à notre environnement auditif. Voilà. Maintenant, expérience assez rigolote. Ça, on a toujours mis ce type de robot-là dans des cas où on le faisait entendre de la parole qui existait déjà, par exemple du français ou de l'anglais ou du chinois. Maintenant, que se passe-t-il si on place une population de ces robots babillants entre eux? Il n'y a pas de système de parole qui existe déjà, mais ils babillent et puis ils s'entendent les uns les autres, ils s'entendent eux-mêmes. Alors, a priori, on pourrait se dire qu'il ne va pas se passer grand-chose parce que, comme ces cartes sont aléatoires, au départ, chacun va produire des vocalisations qui vont être un peu uniformes, un peu aléatoires dans l'espace des vocalisations. Et puis, comme j'ai dit que le système de plasticité faisait que, en gros, leur babillage va s'orienter pour coller un petit peu la distribution des vocalisations qu'ils entendent, ça ne devrait pas évoluer parce que c'est un système en équilibre. Sauf que ce n'est pas un système en équilibre stable, parce qu'effectivement, ce système-là, ça introduit une sorte de boucle de rétroaction positive. Si par hasard, il y a certaines vocalisations qui sont produites un petit peu plus souvent que les autres, eh bien, ce changement dans la distribution va être amplifié, et il se trouve, si on fait des expériences, qu'on met un certain nombre de robots entre eux, qu'il y a une cristallisation qui va apparaître, et progressivement et assez vite, leur système de vocalisation s'auto-organise. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de ce que ça représente, mais en gros, ce sont des représentations de leur carte neuronale qui disent qu'en pratique, ils se mettent à produire des vocalisations qui sont composées d'éléments systématiquement réutilisés et qui discrétisent l'espace, par exemple, des configurations motrices. Donc, et en plus, que ces éléments discrets qu'ils utilisent systématiquement pour vocaliser, eh bien, ce sont les mêmes chez tous les robots d'une même société. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait la simulation plusieurs fois, plusieurs populations de robots, eh bien, à chaque fois, on a des systèmes de vocalisation qui vont être différents. Donc, on a une grande diversité. Voilà. Et puis, petit résultat un petit peu pour raffiner, si on laisse un robot tout seul babiller sur lui-même, sans partenaire, eh bien, ces vocalisations vont aussi s'organiser. Vont aussi s'auto-organiser. C'est-à-dire que, naturellement, elles vont devenir combinatoriales. C'est une sorte d'attracteur de son couplage moteur-perceptuel. Maintenant, si on en met plusieurs chacun de leur côté, ils vont chacun se cristalliser sur des systèmes de vocalisation différents. Si on les met ensemble, eh bien, ils vont naturellement et spontanément se synchroniser sur le même système. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les expériences que je viens de vous décrire, on peut les faire avec des modèles du conduit vocal et du système auditif très abstraits, complètement linéaires, c'est-à-dire sans supposer de propriétés particulières. Et ça montre que ces résultats-là ne dépendent pas de ces propriétés-là. Maintenant, si effectivement on utilise des modèles du conduit vocal réalistes, qu'on s'inspire, en particulier de la production des voyelles, parce que c'est ça qu'on maîtrise le mieux, eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde les systèmes de voyelles qui apparaissent dans ces sociétés de robots, qu'on fait des statistiques, eh bien, on retrouve la même distribution de systèmes de voyelles que ceux qu'on observe
dans les langues humaines. Donc, ça, en fait, ce triangle-là, c'est une manière de représenter les systèmes de voyelles. On s'aperçoit par exemple qu'ici, ce système de voyelles-là apparaît dans 25% des langues humaines, dans 28% des systèmes artificiels. Et si on regarde l'ensemble des voyelles, les systèmes de voyelles, c'est la même chose. On retrouve beaucoup de choses similaires. Donc c'est très intéressant parce que là, on retrouve la dualité universo-diversité. Donc, je conclurai là en rappelant donc que ce genre d'expérience, ça peut permettre finalement de développer nos intuitions et d'apporter de nouvelles hypothèses sur la manière, d'une part, dont une société d'individus peut arriver à partager un même code, sans qu'il y ait un chef, si vous voulez, à expliquer d'autre part la dualité universo-diversité, à expliquer enfin l'apparition de la combinatorialité sans qu'elle soit encodée dès le départ. Et enfin, d'un point de vue évolutionnaire, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ce qu'on a présupposé au départ, c'est finalement un kit de base pour l'imitation vocale holistique. Et ça, on peut très bien imaginer que ça peut apparaître sans le langage. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a un certain nombre d'espèces animales, chez les oiseaux ou chez certains mammifères, qui sont capables d'imitation vocale, qui sont capables d'apprendre leur vocalisation, mais qui n'ont pas de langage. Eh bien, on s'aperçoit qu'avec ça, spontanément, se forment des systèmes vocaux combinatoriaux et partagés. Voilà. Et donc, ça veut dire que peut-être, ça donne une intuition sur la manière, sur le fait que l'évolution de systèmes de la parole comme ça, biologiquement, n'a peut-être été pas un si grand pas biologique, bien que ça ait peut-être été un grand pas pour le langage lui-même. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci.